nos émotions vont nous exprimer nos besoins. Ça va être un petit peu comme on a déjà parlé dans la saison 1, mais ça va être nos signaux d'alarme. Allô Laetitia, Allô Sandrine, comment ça va? ça va vraiment bien. J'avais hâte de te retrouver aujourd'hui. Oui, ça faisait longtemps, mais pour les personnes qui écoutent le podcast, ils s'en rendent Ouais. pas compte parce que c'est aux 2 semaines. Mais nous, nos tournages sont pas toujours... Ils sont pas toujours réguliers comme ça. C'est ça, je partais pour dire. Ils sont pas toujours réguliers. Puis là, ça faisait un petit bout qu'on s'était pas... Ben oui, qu'on pourquoi avait... ça s'était pas vu déjà? Peut-être que j'étais partie en voyage, donc Ouh! le repos a fait du bien, mais là, on se retrouve pour Ouais. filmer un épisode aujourd'hui. Donc c'est une Laetitia remplie d'énergie renouvelée Oui, qui nous revient aujourd'hui dans 100, cet épisode. 100% pour un épisode, ben, comme à l'habitude, toujours très intéressant. Puis aujourd'hui, on va parler de notre relation avec les émotions. Ah oui, j'étais tellement contente qu'on a choisi ce sujet-là d'épisode parce que, écoute, le monde émotif, là, c'est tellement important. Ouais. Ça a tellement une grande importance, puis je pense que c'est impossible en suivi qu'on parle pas à un moment ou à un autre de notre relation avec nos émotions. Donc, autant le faire maintenant dans le podcast. 100% parce que ben vous allez le voir pendant l'épisode, mais on va parler quand même des exemples là, qu'on a dans nos suivis. Puis, comme tu viens de dire, on en parle. Si c'est pas à Ouais. chaque suivi là, des émotions, tu sais, les émotions, on va en avoir à chaque jour. Donc, c'est presque impossible qu'on va pas parler de ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'en fin de compte, on n'en a pas vraiment parlé dans notre vie. À l'école, on n'a pas beaucoup appris, à part savoir c'est quoi les C'est émotions ça. primaires comme la peur, la joie, la colère, la tristesse. On n'est pas allé deep down plus, là. Non, c'est ça. Absolument, en fait, les compétences émotionnelles, je veux rien enlever comme aux écoles puis aux Mhm. garderies, vraiment pas, mais absolument, c'est souvent quelque chose qui, de manière explicite, va être plus laissé aux parents Oui. pour apprendre. Sauf que quand on laisse ça aux parents, ben, ça crée souvent une grosse inégalité d'un enfant à l'autre. Ouais. Puis ben, les apprentissages au niveau des émotions vont se perpétuer d'une génération à une autre aussi. Mhm. 100%. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, que de se questionner puis de s'ouvrir à ses apprentissages là-dessus. On est tous gagnants à Oui. mieux comprendre et mieux accueillir nos émotions au final. Oui, puis nos émotions, ben, ils servent à de quoi? Donc, les émotions, c'est ça, ils ont plusieurs quand même fonctions. Puis une des fonctions, en fait, la fonction générale, c'est de savoir, dans le fond, nos émotions vont nous exprimer nos besoins. Ça Mm. va être un petit peu comme on a déjà parlé dans la saison 1, mais ça va être nos signaux d'alarme. Donc, quand on a une émotion, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous dire quelque chose. Soit Ouais. qu'on se sent bien dans l'environnement qu'on est, soit qu'on ben, se sent peut-être pas si bien que ça, soit qu'on vit, tu sais, quand on vit de la colère, ben, c'est souvent parce qu'il y a peut-être des valeurs qui sont en contradiction avec les nôtres, que l'environnement où qu'on est, on se sent pas si bien que ça. Donc, les émotions, ils servent à quelque chose. Ils sont pas juste là pour exister, puis ils ont pas de fonction, là. Non, c'est ça exactement. Là, les émotions sont importantes, sont pas parfaites. Ceci étant Mhm. dit, tu sais, c'est pas par exemple parce que tu te sens fâché que la situation que tu vis est nécessairement une immense injustice. Tu sais, par exemple, ça veut pas dire que tu dois pas les écouter. Hmm. Tu sais, tu peux les écouter, puis après tu décides de qu'est-ce que tu prends dans le message qu'elle t'offre en quelque Ouais, sorte. je trouve ça vraiment bien cette nuance-là Ouais. parce que c'est vrai que si on se dit que nos émotions sont là pour nous exprimer un besoin, ben là, on aurait toujours 10 000 besoins peut-être vraiment intenses, Ouais. mais parfois, nos émotions vont aussi avoir un lien avec un vécu qu'on a eu auparavant Oui. ou comment on a vu, par exemple, nos parents agir Mhm. avec telle situation. Donc, oui, ils vont nous exprimer un besoin, mais on va en parler aussi un peu de comment les comprendre puis quoi faire avec ces émotions-là. Exactement. Puis, tu veux-tu nous parler un petit peu de l'autorégulation émotionnelle? On en entend des Oui, fois parler, là? oui, c'est ça. C'est quand même un terme, en tout cas personnellement, que moi j'ai quand même vu là, sur les réseaux sociaux de plus en plus de l'autorégulation émotionnelle. Puis ça peut quand même être un mot qu'on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, Si un peu on intimidant, Ouais, genre. c'est ça. Si on n'œuvre pas dans le domaine plus de la relation d'aide psychologique et tout. Mais en fait, ça va servir à ajuster nos expériences émotionnelles afin de s'adapter à notre environnement.
C'est quand Oh! même une belle phrase, mais qu'est-ce que cette phrase Ouais. veut dire? Mais en fait, on en a parlé encore une fois à la saison 1, mais nous, notre personne, donc toi, Mhm. Sandrine, t'es dans plusieurs environnements. Par exemple, là, t'es dans un environnement du travail. Quand t'es chez toi, ben, tu vas être dans ton environnement avec ta famille, avec tes amis. Donc, chaque personne va être dans plusieurs environnements, puis chaque environnement est différent. Ça se peut qu'au travail, tu te sens super bien, mais qu'à la maison, présentement, il y ait un petit peu plus de difficultés. Puis l'autorégulation émotionnelle, en fait, ça le dit dans le mot, mais ça va être pour réguler tes émotions dans les différents environnements que tu vas être. Hmm. Je Fait que c'est comme un peu pour éviter un clash, genre avec l'environnement? Oui, ça, Ouais. honnêtement, ça ressemble quand même à ça. Puis, je sais pas si, vite comme ça, tu as des exemples, toi, d'un peu de, en Oui. lien avec les Bon. environnements. Oui, oui, j'ai un exemple très parlant. Ben, en fait, je veux juste préciser que dans les recherches sur cet épisode-là, ce que je trouvais intéressant, mais un peu déplorable, un peu dommage, c'est que quand je cherchais autorégulation émotionnelle, je ne tombais presque exclusivement sur des outils pour les enfants. Hmm, Genre atelier éducatif pour développer l'autorégulation émotionnelle, comment inculquer l'autorégulation émotionnelle à son enfant et tout ça. Puis j'étais comme, ben oui, c'est un âge qui est vraiment fondateur là, pour le développer, ses capacités à mhm, réguler ses émotions. Mais maintenant qu'on a un adulte, que son autorégulation émotionnelle, par exemple, a été genre pas optimale à son enfance, on fait quoi avec? Comment on hmm, l'amène à s'autoréguler plus tellement. que ce qu'il a réussi? Fait que je trouvais que c'était comme un peu peut-être une zone inexplorée de la relation d'aide en termes de recherche accessible. Pourtant, c'est tellement important. Ben oui. Donc, je voulais mentionner ça ici en premier lieu. Toi, as-tu des observations que tu as en tant qu'intervenante, justement? Mais en fait, je pense qu'on le voit beaucoup qu'il y a certaines émotions qui vont Ouais. être plus faciles à autoréguler. Par Mhm. exemple, la joie. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Premièrement, c'est parce que tu vas te sentir bien quand tu vas avoir de la joie. C'est rare que quand tu vis de la joie, tu vas te sentir inconfortable. Donc, veux pas, Mhm. c'est beaucoup plus facile à vivre. Par contre, la peur, la tristesse, Ouais. le dégoût, là, c'est quand même des émotions de base, mais c'est souvent des émotions qui sont un petit peu plus désagréables. Puis je Ouais. veux aussi mettre l'emphase, moi personnellement, comment je vois les émotions là, en tant que travailleuse sociale. Je vais dire que je suis travailleuse Tu peux sociale, maintenant? mais je vois pas qu'il y a des émotions positives ou négatives. Ouais. Je vois qu'il y a des émotions agréables et des émotions moins agréables ou désagréables. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que on va avoir beaucoup plus de difficultés à accepter nos émotions désagréables Ouais. parce qu'ils ne font pas sentir bien. Donc, on veut souvent les éviter. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est comme si en ayant cette classification-là des émotions, ben, ça nous amenait un peu en quelque sorte à éviter. Puis, et si on se met à éviter toutes les émotions négatives, on s'entend qu'on évite toutes les émotions sauf une ou deux. Exactement. C'est pas. Est-ce que c'est réaliste de demander à ce qu'on soit toujours dans une ou deux Mm, émotions positives? Non, c'est pas vraiment. réaliste. Puis je pense que ça m'amène aussi à réfléchir. Je pense à un des suivis que j'ai déjà eu que on, on parlait beaucoup de la colère parce que cette Ouais. personne, pour elle, elle vivait très rarement de la colère parce qu'elle voyait de la colère comme étant vraiment négatif. Hmm. Tu sais, elle voyait la tristesse comme une émotion désagréable, Ouais. mais quand même, tu sais, tolérable. Mais la colère, c'est comme si quand elle vivait de la colère, elle était une méchante personne. Ah. Donc ça, on l'a beaucoup abordé puis décortiqué à quoi ça sert la colère, puis à te montrer que mais souvent ça va être en lien avec tes valeurs, que tes valeurs sont pas respectées Ouais. présentement. La colère, c'est la partie de toi qui veut te défendre. Mhm, Puis c'est ça, en fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis comme pour aller plus loin, des fois, je pense que c'est intéressant de demander à quelqu'un, pour toi, vivre cette émotion-là, ça veut dire quoi? mm, Puis souvent, on entend le discours, ah, pour moi, pleurer, démontrer des signes de tristesse, c'est être faible. ouais, Ou pour d'autres personnes, souvent on y pense moins, démontrer de la colère ou des signes de colère, c'est être violent. ouais, On associe la colère à la violence. mhm, Tandis que c'est pas nécessairement synonyme. Il y a la colère, comme tu dis, peut tellement être saine à vivre quand on est dans un cadre où elle va être autorégulée, justement, ouais, quand on va la vivre de manière adaptée à notre environnement.
100%. Puis c'est ça aussi qu'on va pouvoir un petit peu plus décortiquer pendant l'épisode. Ouais. Puis je me demandais, Sandrine, euh, c'est quoi la place de l'environnement dans les relations, dans le fond, dans la relation avec les émotions? Hey, bonne question. Parce que c'est ça, on a parlé un peu de l'environnement, mais tu sais, Ouais. plus précisément. Ouais. Ben, c'est sûr que notre relation avec les émotions va influencer notre environnement, mais notre environnement va l'influencer en conséquent. Mhm. Tu sais, tout d'abord, parce que l'environnement, ben, des fois, ça va être lui qui va nous apprendre. Qu'est-ce qu'on a le droit de sortir? Qu'est-ce qu'on a le droit de pas sortir? Mhm. Souvent, l'environnement, c'est dans lui qu'on va trouver nos modèles. Ouais. Fait que, tu sais, si on a un modèle toute notre vie qui vit les émotions d'une certaine façon, ben, on va apprendre en quelque sorte à vivre les émotions de cette façon-là. Mais je dirais aussi qu'une partie qu'on pense peut-être pas nécessairement, c'est... puis là, écoute, quand on s'en parlait un peu avant l'épisode, tu trouvais ça drôle comme image, là. Mais tu sais, c'est un peu comme à l'image d'un enfant qui est Ouais. genre à la garderie ou à l'école toute la journée, puis que quand son parent vient le chercher, tu sais, l'éducatrice, l'enseignante lui dit « Ah, tu sais, c'est un amour, il fait bien ça, il est calme, on l'oublie. » Puis le parent, il est comme... Mais non, vous voyons, c'est pas l'enfant que j'ai à la maison, ça. L'enfant que j'ai à la maison, il fait des crises, tu sais, il rouspète, Ouais. etc., etc. Ben, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que l'enfant, il passe toute sa journée à se contenir, dans l'autocontrôle, Ouais. parce que c'est pas nécessairement un milieu 100% sécurisant pour lui. C'est pas de l'amour inconditionnel qu'il reçoit Mhm. dans ce milieu-là. Fait qu'il arrive dans un environnement sécurisant, ou comme il enlève ce masque-là, et là, tout sort. Ouais. Pourquoi j'utilise cette image-là? C'est simple, c'est pour montrer en fait que quand il y a un débalancement dans nos environnements, quand justement, par exemple, ça va mal à la maison, ben, des fois, on peut tenter de compenser au travail. Oui. Ou par exemple, quand à la maison, je sais, ben, à la maison, quand par exemple au travail, on a le sentiment qu'on n'est pas respecté, qu'on a beaucoup de colère accumulée, mais qu'on n'est pas dans l'environnement pour le laisser sortir, ben, des fois, on arrive à la maison, c'est là qu'on le sort. Ouais. C'est là qu'on se dit, je pense que, puis souvent les gens, quand ils commencent à aller mal, à être fatigués, à remettre en question des choses, c'est je me sens de plus en plus irritable. Puis souvent, l'irritabilité va être vécue plus à la maison qu'au travail. Oui, 100%. Puis on dirait que je pense aussi encore une fois à des suivis que j'ai eus, puis que les personnes pensaient que l'environnement qui était, je veux pas dire à travailler, mais l'environnement qui avait peut-être un petit peu plus de difficultés, ils Ouais, pensaient que c'était à la maison. Puis en décortiquant, ils ont réalisé qu'en fin de compte, non, c'était au travail. Ils exact. pensaient qu'il y avait plus de difficultés avec leurs enfants, Ouais. mais c'était pas avec les enfants. En fin de compte, c'était au travail. Mais après ça, quand ils revenaient du travail super fatigués, super épuisés, quand l'enfant demandait un petit peu plus, il y avait plus de tolérance. C'est ça. Fait que ça aussi, je pense, c'est important de vérifier aussi, puis de prendre un petit peu un pouls en lien avec les environnements. Puis on dirait que ça me fait penser que j'entends régulièrement ça dans, peu importe, dans des émissions, dans des podcasts, ou même avec les personnes proches de moi. Souvent, les personnes vont dire, avec mon chum ou ma blonde, avec mon partenaire, je vais être beaucoup plus moi-même, mais il va voir beaucoup plus mes mauvais côtés qu'avec mes amis. Ils vont dire, tu sais, avec mon chum, ma blonde, je vais être capable de tout garrocher, mais avec mon ami, s'il y a quelque chose qui me rend moins à l'aise, je vais lui nommer d'une façon plus douce, mais avec mon partenaire, ma partenaire, tu sais, je vais le garrocher, là. Ah, exact. Parce que quand on est en autocontrôle, on peut pas le garder partout. Exactement. C'est un peu une illusion de se dire, ah, ça, je peux le maintenir toute ma vie avec tout le monde. Non. Ouais. Des fois, plus tu te maintiens, là, plus que, un peu comme à l'image d'un barrage, OK? Plus que là où il y a des petites failles, là, ça va aller fort. Oui, exactement. Donc, des fois, l'idéal, c'est de tranquillement, pas vite, au rythme de la personne, détruire un petit peu le barrage qui s'est construit. Ouais. Quitte à des fois remettre en question les environnements dans lesquels la personne se trouve. Mhm. Tu sais, c'est pas vrai que tous les milieux de travail sont des milieux où tu as l'impression que tu peux pas être toi-même. Oui, exactement. Puis ça, on en parle même dans notre Ouais. épisode sur le travail de la saison 1. Je pense Mhm. que... Puis je pense que c'est ça aussi qui est le fun avec le podcast, c'est que tous les sujets ont des liens ensemble. Mhm. Donc, c'est pas parce que... tu sais, là, on parle beaucoup, c'est de l'autorégulation émotionnelle, mais comme on a dit tantôt, nos émotions, on va les vivre dans tellement d'environnements qu'on va être. Donc, c'est sûr que ça va avoir des liens avec plusieurs épisodes qu'on a fait de podcast. Vraiment. Puis, je me demandais aussi, Sandrine, c'est quoi un bon niveau d'autorégulation émotionnelle? Oh, la question à 100 pièces, hein? Ouais, parce que, un peu comme on disait tantôt, la colère, c'est pas parce que tu vis de la colère que ça veut dire que Ouais. t'es méchant ou que t'es violent.
Mais est où la différence dans tout ça? Bon, je vais y aller avec une réponse courte puis une réponse plus peut-être plus nuancée qui va apporter quelque chose d'autre. La réponse courte, c'est que je peux pas m'empêcher, en répondant à cette question-là, de faire un lien avec justement quand on parlait de la définition de l'autorégulation émotionnelle. Un bon niveau d'autorégulation émotionnelle, c'est un niveau où tu vas à la fois justement être capable d'être adapté à ton environnement sans t'endetter là-dedans, en quelque sorte. Hmm, Tu sais, justement, là, si le, l'équilibre dans l'autocontrôle, quand tu sens que tu peux juste assez être toi-même, mais en considérant les autres aussi dans le ouais. processus. Ça serait ma réponse courte. Mais moi, je voudrais faire un petit lien avec un concept justement d'intervention qu'on parle pas énormément, mais qui est super intéressant. La fenêtre de tolérance. Hmm, La fenêtre de tolérance, c'est quoi? C'est un peu comme la zone de confort du système nerveux. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que c'est la zone dans laquelle on se sent capable de bien gérer ce qui nous arrive. On se sent en contrôle, tout va bien. Sauf que, à ses limites, il y a deux extrêmes. Donc, on a ce qu'on appelle les comportements externalisés et les comportements internalisés. Dans les comportements externalisés, par exemple, on va parler de l'hyperactivation. Donc, c'est de l'anxiété, mhm, de la panique, l'agitation, la colère qui, elle, sera pas comme régulée. Puis, à l'inverse, dans l'hypoactivation, donc ce qui est internalisé, on va plus parler d'engourdissement, de déconnexion, hmm. de la fatigue extrême, le sentiment d'être gelé, d'être figé. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu de la voyons. Sensation? Hey, je cherchais mes mots. Dépersonnalisation, ouais. Oui, dépersonnalisation, dissociation, Hmm, ou qui peuvent même parfois tomber dans un extrême, c'est-à-dire les troubles ouais. dissociatifs qu'on appelle. Puis c'est ça. Euh, Dans la fenêtre de tolérance, on va se sentir capable de réfléchir, de prendre du recul, de ressentir nos émotions sans qu'elles soient envahissantes ou écrasantes. Souvent, un bon signe, je pense qu'on dépasse cette fenêtre-là, qu'on n'est plus dedans, c'est quand on se dit, j'ai l'impression que tout est une montagne. Hmm. Tu te sens écrasé par ce qui t'arrive. Ben, c'est pas juste un reflet de ce qui t'arrive, c'est aussi un reflet de ta relation avec ce qui t'arrive à ce moment-là. Wow, tellement. Puis la fenêtre de tolérance, ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même fenêtre de tolérance. Hmm. Ça veut dire que je vais me montrer dure dans mes propos peut-être à ce niveau-là, mais je pense que en intervention, tu n'as pas le choix de bien comprendre ce concept-là. Parce que c'est pas parce que toi, par exemple, tu te dis, ben moi, je suis capable d'en prendre que telle personne est capable d'en prendre. Non. La personne, sa fenêtre de tolérance est peut-être beaucoup plus petite que la tienne. Fait que ça se peut que ce qui t'apparaît comme un rien, ça lui déclenche de l'anxiété, Mhm. ou ça lui déclenche de la colère, ou que ça lui déclenche, à l'inverse, l'hypoactivation, ça affiche. Ouais. Puis ça va évoluer aussi dans le temps. Ouais. Tout comme ta fenêtre de tolérance peut être Mhm. plus grande lorsque tu es plus jeune et après Ouais. diminuer, tout comme elle peut être plus petite et après augmenter en lien avec les expériences que tu vas être aussi en lien, encore une fois, on va parler d'environnement, mais Mhm. tout dépendamment dans l'environnement que tu Ouais. vas être. Puis je peux faire un lien un petit peu avec personnellement. J'ai toujours eu une fenêtre de tolérance beaucoup plus grande quand j'avais des personnes autour de moi où je me sentais à l'aise Mm. comparativement à quand j'étais seule. Donc, Ah. m'imaginer une même situation, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vu que je suis partie en voyage, euh, manquer, mettons, mon avion. J'ai pas manqué mon Ouais. avion, mais admettons que c'est arrivé. Manquer mon avion tout seul, pour moi, là, je dépasse ma fenêtre, là, je suis Mm. vraiment plus dans la tolérance, ça va vraiment pas. Ouais. Manquer mon avion en étant avec mes amis, Mhm. mon partenaire, c'est rien pour moi. Hey, c'est fou, hein? Ouais, fait que ça va aussi dépendre de l'environnement dans Ouais. lequel on est. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pertinent de le savoir. Puis, comme tu disais tantôt, de pouvoir aussi comprendre qu'on a des fenêtres différentes des autres. Oui. On va pouvoir être beaucoup plus empathique, je pense. Puis, on va pouvoir aussi, pour nous-mêmes, se dire, ah, peut-être que moi, pour cette situation-là, ben, je me sens moins tolérante, puis que mon amie, elle l'est plus, mais ça veut pas dire que je suis mauvaise à cause de ça. Exactement, exactement. T'as mis le doigt là-dessus. Puis il faut aussi mentionner que quelque chose qui est central dans une petite fenêtre de tolérance, c'est que c'est souvent chez des gens qui ont vécu beaucoup de traumatismes. Hmm. Ce qu'on appelle le trauma complexe dans ce cas-là. Les gens qui ont vécu beaucoup de traumatismes, genre au long terme dans leur enfance, adolescence, tout ça, c'est des gens qui n'auront pas réussi à avoir
à avoir les compétences nécessaires pour une grande fenêtre de tolérance. Ça fait donc souvent en intervention, mais dans notre vie quotidienne aussi, des gens qui ont l'impression que comme, hey, comment ça, je me sens autant différente de la personne? Comment ça, la personne a pète une coche pour juste ça? Ouais, la personne, sa fenêtre de tolérance, à cause de l'adversité qu'elle a vécue, elle va être différente que la tienne. Ouais. Prendre connaissance de ça, tu sais. Mhm. Donc, c'est sûr, ça peut être confrontant. Puis, Ouais. ça peut être confrontant aussi de se demander, elle ressemble à quoi, moi, ma fenêtre de tolérance? Mhm. Puis quand je tombe dans l'hyperactivation ou l'hypoactivation, c'est quoi mes réactions? Ça se peut que dans ma vie, là, j'ai full d'autocontrôle sur la colère, sur les autres, mais que je la dirige vers moi, cette colère-là. Ouais. Tu sais? Puis ça se peut. Ça veut pas dire qu'on vit pas de colère. Ça veut juste dire que chaque fois qu'on en vit, là, ben, c'est comme si on était face à deux choix de rail, puis on décidait de tout le temps la tourner vers nous. Mhm. Tout le temps. 100%. Puis avec ça, là, la fenêtre de la tolérance, comment qu'on fait si on veut la travailler ou comment qu'on fait si on va être un petit peu plus capable de s'auto-réguler? Oh! Grosse question. Grosse question aussi, je m'y attendais pas. On n'a pas discuté avant l'épisode. Mais non, mais plus sérieusement, tout seul, c'est pas facile. Je vais être honnête, là. Je conseille surtout de rencontrer un professionnel pour ça. Oui, ben c'est pour ça aussi que je voulais Ouais. cette question spontanée, mais je pense que quand je me suis dit peut-être que des personnes allaient avoir cette question-là pendant qu'ils écoutent l'épisode, puis je pense que c'est avec ton professionnel de la santé, avec tes consultations, vous allez pouvoir aussi déterminer sur quel aspect tu veux travailler aussi ta fenêtre de tolérance. Je pense que ça peut être un aspect bien à faire, là. Vraiment, ben oui. Moi, j'ai une question pour toi, Laetitia. Tu m'en poses, je t'en pose aussi. C'est Ça bon. marche dans deux sens. Quand on vit des grosses émotions, mettons, là, que c'est plus dur de s'autoréguler, ça serait quoi les étapes pour bien la vivre, cette émotion-là? Oui, c'est tellement une très bonne question parce que là, on parle de tout ça, mais comme qu'est-ce qu'on fait après ça quand on les a, nos émotions, tu sais? C'est sûr. Mais premièrement, il y a comme 3 petits termes puis que je vais un petit peu plus décortiquer. Mais on a sortir, comprendre et exprimer. Ouh. Ça, c'est les petits termes à retenir. Mais premièrement, chaque émotion ont besoin de sortir, tu sais, d'être vraiment extériorisé. Donc, tout dépendamment comment on va la vivre et tout dépendamment de c'est quoi l'émotion. Si je prends la tristesse, qui est quand même une émotion de base que beaucoup de personnes connaissent et ont déjà vécu, ben simplement de pleurer, ça, c'est de faire sortir son émotion. Puis, c'est très important de la laisser sortir parce que si tu la gardes, l'émotion va juste grossir, grossir, grossir encore plus et prendre encore plus de place. Oui. Mais si tu la laisses sortir, ben, on va déjà pouvoir avancer. Puis, je veux spécifier là-dessus, là, c'est prouvé, hein, selon les études, que quand on parle de sortir, là, faites pas tout de suite votre journaling, OK? Allez pas tout de suite l'écrire sur un bout de papier, je me sens triste. Là, vous la nommez, c'est bien. La première étape, c'est de la sortir. Oui. Puis la meilleure manière de la sortir, c'est à voix haute. Oui. Plus que par écrit. Ouais. Donc, d'aller directement texter votre ami, je suis vraiment fâchée. Non, non. Sortez-la oralement. Oui. Allez dans une pièce où vous êtes seul ou quelqu'un qui peut vous écouter. Sortez-la, genre faites un vomi verbal, comme on dit, là. Laissez tout sortir. C'est la meilleure manière. Puis, en lien avec ce que tu viens de dire, de le dire à quelqu'un, un bon truc que je peux donner, ça va être de dire à la personne, là, je veux extérioriser mon émotion, je veux la laisser sortir. J'ai pas besoin que tu me donnes des conseils, là, je veux juste la laisser sortir. Juste à se sortir, exact. Sans respect de ça. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va être un petit peu plus dans la comprendre. Donc, un peu en lien avec qu'est-ce que tu viens de dire. Ça peut être, si toi, personnellement, t'aimes écrire, ben ça va être de comprendre ton émotion. Donc, tu peux te le dire à voix haute ou là, tu peux en parler avec quelqu'un ou tu peux aussi écrire. Donc, rechercher à comprendre l'émotion. Ben, pourquoi, tu sais, je me sens triste? Qu'est-ce qui m'a rendu triste dans la situation? Pourquoi j'ai réagi ainsi? Donc, de se poser des questions puis comprendre c'est quoi mon besoin derrière puis, ça. même avant ça, la nommer. Un outil génial, la roue des émotions. Pas juste les émotions de base, les sous-émotions, tout ça, là. S'il y a quelqu'un dans votre entourage ou comme un intervenant qui peut vous aider vraiment comme à
Oui. à la découvrir. Elle est merveilleuse. Nommez-la. Puis il y en a tellement plus qu'on pense. Ouais. Ben, oui, oui. Ensuite, partez à la recherche du Mm. message qui est derrière, en quelque sorte. 100%. C'est ça la nuance Oui. que je voulais apporter. Oui, vraiment, on dirait que c'est parce que j'avais déjà nommé tristesse, fait que je l'avais déjà, mais Ouais. effectivement, des fois, on est dans l'émotion, puis on sait pas. On est dans la situation, puis on sait pas c'est quelle émotion directement. Ouais. Puis souvent, un peu, ben, on va penser à tristesse, mais c'est peut-être pas nécessairement la tristesse, tu sais, il y a peut-être d'autres émotions. Puis ensuite, ça va être de l'exprimer. Mhm. Donc, si jamais c'est une situation, tu sais, qui s'est passée avec quelqu'un, ben, de l'exprimer, tu sais, je me suis sentie triste, puis j'ai réalisé que je me suis sentie triste pour telle et telle raison. Par exemple, j'aimerais ça, tu sais, que la prochaine fois, on essaie de faire différemment pour que je me sente bien, mais pour que toi aussi, tu te sentes bien. Ouais. Puis là, ça va être tellement rendu plus simple de régler un peu les désaccords ou juste de nommer nos émotions, nos besoins, nos émotions, parce que on va plus être dans la surcharge. Tu sais, l'émotion, Ouais. elle va avoir été sortie. Absolument. Puis, si jamais cet aspect-là de l'exprimer, les émotions, c'est quelque chose de plus dur pour vous, tu sais, ben, je vous invite à aller écouter notre émission sur notre épisode sur l'affirmation de Oui, soi, qui peut peut-être vous aider, en fait, de vous donner quelques trucs, quelques pistes là-dedans. 100%, on plug bien. Fait des liens avec des épisodes, hein, comme on Oui. disait tantôt. Ben oui, hey, c'est intéressant. Puis, si tu me permets de faire un lien avec l'aspect de nommer, Oui. comprendre ses émotions, moi, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé intéressant là, dans mes recherches en général, dans ma formation, c'est quand j'ai compris qu'il y a plus qu'une manière de vivre et de nommer ses émotions. C'est-à-dire qu'on pense souvent à l'aspect de le nommer de manière rationnelle, le bon nom dessus. Ce que je vis s'appelle de la tristesse. Donc, je suis triste. Et je suis triste parce que. Tandis qu'il y a 10 millions de manières de les nommer qui vont se rapporter en fait à 4 grands aspects de l'émotion. Le cognitif, le physiologique, l'affectif et le comportemental. Oui, puis je trouve ça intéressant que tu en parles parce que c'est des aspects que, tu sais, je te parlais de ça au début de Ouais. l'épisode, quand on parle un peu plus d'environnement, là, je me sens vraiment plus dans ma Oui, zone de confort. Puis là, toi, là-dessus, on est un peu plus dans la psycho, fait que tu peux emmener ce détail-là plus poussé, là. T'as raison, ben oui, c'est vrai. Ben écoute, je vais illustrer le tout d'un exemple, OK? Par exemple, la colère. Bon, le cognitif, ça serait les pensées qui surviennent, qui pourraient soit créer, maintenir ou éteindre une émotion, par exemple. Fait qu'une colère, le cognitif, ça pourrait être genre, hey, il vient de me manquer de respect, là. Genre, hey, quand même, regarde en ce moment, là, il m'en veut. Cognitif, là, on s'entend que c'est des pensées. C'est-à-dire que c'est pas parfait nécessairement. Donc, on peut parfois venir travailler sur ces pensées-là, les remettre en question, se questionner, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que j'ai assez de preuves pour penser comme ça? On met cognitif de côté. Physiologique. Comment notre corps se sent? Est-ce que, par exemple, la colère, là, on a les poings crispés. La colère, là, on a genre, tout notre corps, on dirait qu'on a comme envie de se battre, on a comme un regain d'énergie ou on a envie de tourner en rond, on n'est pas capable de rester assis, par exemple. Donc, d'observer qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment dans comment il agit, comment il réagit. Affectif, ben ça va être nos liens avec les autres, simplement. Et le comportemental, c'est les actions que je vais être poussée à faire ou que je vais faire. Donc, une fois qu'on comprend ces 4 aspects-là, ce qu'on peut se dire, c'est plutôt que de se dire nécessairement, ben moi, quand je parle de mes émotions ou quand je me questionne sur mes émotions, c'est juste mettre le bon mot dessus. Des fois, on peut passer par d'autres chemins. Par exemple, se dire, ah, aujourd'hui, là, je serais restée dans mon lit toute la journée si je n'avais pas travaillé. Ben, c'est peut-être une manière de dire que tu es triste. C'est peut-être une manière de dire que tu es en manque d'énergie aussi. Ou par exemple, si quelqu'un te dit tabarouette, j'aurais envie de frapper dans le mur. C'est peut-être sa manière à lui de dire je ressens de la colère. Ouais. Il y a 10 millions de chemins pour nommer ses émotions. Puis c'est vrai que des fois, pour X raisons, c'est plus difficile de le nommer très rationnellement. Puis je pense que ça se pratique, mais parfois, on n'est pas, dans le moment présent, on n'est pas capable de le nommer rationnellement. Puis je pense de aussi comprendre que ça peut pas toujours être nommé rationnellement. Donc, quand on est avec une autre personne, si, comme tu dis, elle dit j'ai envie de frapper dans le mur, ben, tu te dis, OK, t'es en colère présentement. C'est ça. Puis, tu sais, dans le même optique que l'autorégulation émotionnelle, c'est pour s'adapter à son environnement, ben, quand on nomme nos émotions,
faut aussi que ça soit à un certain niveau adapté à notre environnement. Mhm. Tu sais, par exemple, que tu ressens de la colère vis-à-vis d'un enfant, ben c'est normal, là, Ouais. ça, t'as le droit, mais t'es pas pour lui dire en ce moment, je te casserai la gueule. Non, on va te le dire. C'est peut-être pas la bonne chose à Avec un dire. enfant, non, mais avec n'importe qui en général, non plus, là. Dans le sens que c'est pas adapté Mhm. à l'environnement à Ouais. ce moment-là de le faire comme ça. 100%. Ben, j'irais Ouais. si tu le sens, d'expliquer un peu l'importance là, de se départir. Puis là, on va mettre en majuscule doucement des Oui. stratégies de camouflage émotionnel pour être conscient de nos émotions. Mm. Puis on dirait que je me rappelle un peu dans la saison 1 qu'on a un petit peu parlé, tu sais, de camouflage, mais peut-être moins un peu de Ouais. camouflage émotionnel. Mhm. Mais je me demandais, est-ce que tu es capable de un peu plus expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le camouflage émotionnel? Ben oui, absolument. En fait, là, comme on va le voir un peu plus tard, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'avoir ses émotions. Mhm. On va avoir des croyances qui vont faire en sorte que, ben, on voudra pas se voir comme quelqu'un d'émotif. Ce qui fait en sorte que, très souvent, les émotions, là, qu'on les accepte ou non dans notre vie, sont là. Mhm. C'est plus fort que nous. Fait que comment on peut réagir, malheureusement, face à ça, c'est de les camoufler. Pas juste de les camoufler aux autres, mais avant tout de les camoufler à nous-mêmes. Ouais. Puis pour ça, ben justement, on va avoir des stratégies d'adaptation qui vont être dites malsaines, Ouais. puis des stratégies d'adaptation qui vont être un peu plus saines. Mhm. Donc, je te laisserai peut-être en Oui. parler de ces types de Ben, je vais stratégies-là. donner des exemples pour que les personnes Ouais. comprennent mieux c'est quoi. Fait que, tu sais, si on commence avec les adaptations plus saines, donc on peut avoir de faire de l'exercice physique, de la méditation. On va avoir aussi de parler avec nos proches, que ce soit notre Ouais. famille, nos amis, faire de la thérapie, donc que ça soit avec toutes sortes de professionnels là, en relation d'aide, tenir un journal, donc faire le classique journaling, avoir aussi un sommeil adéquat, puis on en a encore plus, tu sais, vraiment tout ce qui va nous faire du bien, puis qui va être sain. Ouais. Parce que dans les stratégies d'adaptation malsaines, la différence, c'est que peut-être que sur le moment présent, ça va te faire du bien, mais si on regarde à long terme, ça va avoir des répercussions un peu plus négatives sur soi, comme la consommation excessive de plusieurs substances. On peut avoir l'automutilation non suicidaire, aussi de l'agression, donc juste un peu comme tantôt tu parlais, vraiment quand tu vis une grosse colère de soit frapper quelqu'un, Ouais. frapper dans le mur, donc on est plus dans la violence, mais on peut aussi avoir de la violence verbale. C'est ça. Le passif agressif, hein? Ouais. Parfois, c'est une manière d'éviter les émotions qu'on Mhm. ressent, puis qui 100%. déborde, comme je disais, genre sans contrôle vraiment. Oui, vraiment. On va avoir aussi, c'est ça, l'isolement. Ensuite, l'utilisation excessive des médias sociaux. Puis ça, je pense que des fois, on peut l'oublier. Mais quand c'est ça, tu prends trop ton sel parce que tu as vécu Ben une oui. émotion puis tu veux juste l'oublier, on est dans l'utilisation excessive un petit peu. Ensuite, il peut y avoir aussi un monologue intérieur négatif, donc vraiment de se dire des choses juste méchantes. Tu sais, je suis pas bonne. Ouais. De s'auto-dénigrer un peu. Effectivement. Puis on a aussi la frénésie alimentaire. Il y en a encore plus, mais ça, c'est des petits exemples pour un peu être capable de savoir les stratégies plus saines et aussi les stratégies malsaines. Puis je pense, comme qu'on dit tout au long de la saison 1 et maintenant de la saison 2, d'avoir un regard doux par rapport à ça et de pas nécessairement être critique, de pas se taper sur la tête Ben oui. si on est dans certaines stratégies un petit peu plus malsaines, mais d'être capable de les reconnaître en premier, c'est déjà une première étape. Parce que si dans l'objectif d'avoir des stratégies d'adaptation saines, puis de départir des malsaines, tu tombes dans le monologue intérieur négatif, ben tu t'en maintiens quand même une malsaine. Exactement. Donc, c'est logique. Oui, 100%. Puis, il y a une bonne stratégie qui s'appelle la stratégie STOP. Et là, je me demande, Sandrine, si tu veux en parler, parce que je pense que ça va vraiment donner un outil concret aux personnes à savoir un peu comment dealer avec ses émotions. C'est ça. Ça vient pas de moi. Dans mes recherches sur l'autorégulation émotionnelle, c'est là que je l'ai trouvé. C'est vraiment le fun parce que moi, j'aime ça les acronymes. Là. C'est comme plus facile de s'appeler c'est quoi. Donc, la stratégie STOP, c'est quand justement on vit une grosse émotion puis qu'on est comme, oh, là, j'ai peut-être besoin de pas agir impulsivement par rapport à ça, de prendre un petit moment.
C'est donc en 5 étapes. Donc, déjà, stop. Le S, c'est pour stop. Ouais. Hey, je veux juste dire, je te coupe, mais pendant mes consultations, on avait un petit carton écrit stop dessus. Ouais, qu'on pouvait donner aux personnes pendant toute ma dernière année de stage. Là. Fait que c'est tout qu'est-ce que je voulais dire, mais que il y a peut-être un lien avec ça. Ouais. C'est ça? Ben oui, c'est ça. En fait, ça a un lien avec ça parce qu'en arrière, il était décrit, mais je te laisse continuer là-dessus. Stop. On prend une pause. Ensuite, ben justement, l'étape 2, c'est en anglais « take a break ». Donc, prends une pause. On s'est pris un petit moment. Tout ça. On met de côté ce qu'on faisait ou ce qu'on s'apprêtait à faire. Ensuite, on observe. Donc, observer, c'est quoi nos émotions, nos signaux corporels. Ensuite, c'est pull back. Put in some perspective. Donc, pull back, c'est genre, prends un pas de recul, mets un peu de perspective là-dedans. Donc, regarde la situation dans son ensemble, par exemple. Ça, c'est pas facile. Ça se peut que ça prenne un moment ou que ça prenne de l'aide pour y parvenir, mais c'est correct. Puis des fois, c'est pour ça que c'est bien d'en parler à quelqu'un qui est capable d'être neutre puis extérieur parce que ben, la personne nous aide à avoir un pas de recul qu'on n'a pas nécessairement. Ensuite, c'est pratique ce qui fonctionne. Donc, c'est quoi la meilleure chose à faire en ce moment? Quelles pourraient être les conséquences de mes actions? Qu'est-ce que je peux faire pour correspondre à mes valeurs? Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu plus tôt, là, de comme vivre l'émotion, la nommer, puis après la communiquer. Mais là, c'est plus général par rapport à tout ça. Puis ce qui est le fun, pour les gens qui maîtrisent peut-être un peu l'anglais, mais il n'y a pas énormément de texte dedans, c'est dessus plutôt, c'est qu'il y a une application qui s'appelle Stop, donc S-T-O-P-P, qui justement, c'est genre quand tu vis comme quelque chose de gros puis que tu as besoin d'appliquer cette stratégie-là, ben tu ouvres l'application, puis là, dans le fond, ça te les fait apparaître en ordre, puis tu prends le temps de les faire chacune à la fois. Donc, ça te les rappelle. Je pense que ça peut être un bon truc parce que des fois, comme on l'a dit, quand on est trop dans l'émotion, on est submergé. Ben de juste se dire, je prends mon sel, j'ai l'application qui me dit un petit peu, tu sais, qui me guide, ben ça va être beaucoup plus facile de laisser aller. Hey, tantôt, j'ai parlé brièvement des croyances qu'on entretient vis-à-vis nos émotions. Laetitia, est-ce que tu aimerais peut-être là, nous nommer quelques exemples de croyances qu'on peut avoir? Oui, ben tu as fait une très belle liste, puis j'ai sélectionné un peu ceux que je trouvais intéressantes, puis que je me suis dit qui seraient pertinentes là, de parler. Donc là, je vais peut-être un peu plus regarder ma tablette pour être capable de bien les nommer. Mais une des croyances qui pourrait avoir là, un peu des liens avec nos émotions, ben en fait qui ont des liens avec nos émotions. Donc la première, si je perds le contrôle de mes émotions devant les autres, ils vont avoir moins d'estime pour moi. Ça, je trouvais... C'est un peu, en fait, le regard des autres, quelle place ça peut avoir dans notre rapport avec nos émotions à nous, puis la manière de les exprimer. Vraiment. Ensuite, on a aussi, si je laisse aller mon émotion, elle va me submerger. Donc, elle va prendre le contrôle de moi. Puis ça, je l'ai beaucoup vu dans mes consultations. Je continue à, juste comme quand j'en parle avec mes proches, avec mes amis qui me nomment, quand je vis l'émotion, là, si je la laisse sortir, j'ai peur qu'elle augmente. C'est contre-intuitif, mais non, en fin de compte, elle va diminuer. Tu sais, comme qu'on a nommé tantôt. C'est pas le fun! Ensuite, on a, si je dis aux autres ce que je pense, ben ils vont me trouver faible. Donc, c'est un petit peu en lien aussi avec la première, mais tu sais, vraiment, le terme faible, je pense que c'est quand même... On a beaucoup... je pense que là, on en parle de plus en plus des émotions, de la santé mentale, mais avant, c'était beaucoup un terme relié. Tu sais, quand on parlait de comment on se sentait, ben on était faible. Ensuite, on a me laisser aller en douleur. Ça signifie que je vais tomber en morceaux puis que je vais être vraiment un vrai désastre ou même que je m'apitoie sur mon sort. Comme si je vis mes émotions, je fais comme exprès un peu ou j'empire la situation. Des fois aussi, peut-être, je pense, la peur que les gens pensent qu'on cherche l'attention. Oui. Ça peut quand même être souvent... en tout cas, j'ai l'impression qu'on l'entend quand même souvent. Puis, en lien avec ça, montrer mes émotions me fait passer pour une drama queen. Donc, vraiment, d'être dans l'exagération. Puis, une dernière, être adulte, c'est de pas se laisser emporter par l'émotion. On doit être rationnel. Associer la maturité à, mettons, trouver que c'est incompatible d'être émotionnel avec être adulte. Ouais.
Ouh! Hey, puis ça, ce qui est intéressant dans l'affaire des croyances, c'est que c'est pas juste les croyances qu'on pas. Des fois, c'est les croyances que notre environnement a par 100%. rapport aux émotions. Fait que quand on parle du lien avec Oui, l'environnement, justement, ben, c'est de se questionner là-dessus aussi, je vraiment. pense. Puis ça, tout dépendamment des croyances qu'ils ont dans l'environnement qu'on est, ben ça va aussi nous impacter, même si nous, Ben on oui. n'a pas cette croyance-là. Si l'environnement l'a, ben ça va avoir des impacts Ouais. sur nous quand Ben même. oui. Parce que, tu sais, t'as bien beau te dire, ben moi, je le sais que j'ai le droit de les vivre mes émotions, je sais qu'ils sont valides, mais j'ai pas confiance en les gens autour de moi pour penser la même chose. Ben ça va quand même te freiner à Ouais, quelque part dans 100%. ton autorégulation émotionnelle. Ouais. Puis Hmm. on avait, ben là, l'épisode tire à sa fin. Ouais. Mais il y avait une dernière question que je te laisserais peut-être poser, Oui, Sandrine, pour, oui, comme à notre habitude, qu'on aime bien laisser un peu sur une piste de réflexion à la fin de nos oui, ma épisodes. classique liste de réflexion. En fait, pour ceux qui nous écoutent, je vous inviterais à vous demander, c'est quoi les conséquences dans votre manière de recevoir et de vivre vos émotions que d'avoir les croyances que vous possédez? Hmm. Par exemple, justement, si dans les croyances qu'on vous a nommées, il y en a une qui est comme, hey, je pense que je l'ai celle-là, ben, de vous demander, c'est quoi l'impact que ça a sur moi que d'avoir cette croyance-là? Hmm. Puis c'est peut-être des fois même extrapoler un peu, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur mon entourage? Parce qu'on n'est Ouais. pas juste victime de son environnement, on y contribue aussi. On Hmm. est l'environnement aux autres aussi. Faut mentionner ça, hein? Oui, C'est dans le bord. 100%. Donc, tu sais, si par exemple, toute ta vie, ben, tu t'es fait dire, justement, ben, quelqu'un qui exprime ses émotions, t'es drama queen, fais juste passer à autre chose. Puis que là, pas que tu combats activement contre ça, mais comme tu te mets à réaliser que tu la partages aussi, cette croyance-là. Puis là, t'as des enfants, ou t'es entouré d'enfants, ben, peut-être que tu vas rendre compte, hey, ça se peut que j'empêche aussi mes enfants de vivre leurs émotions. Ouais. Pas juste moi que j'empêche, mais les gens de mon entourage aussi. Je pense que ça finit bien notre Ouais, épisode, cette belle piste de réflexion que j'aime toujours absolument. entendre. Je pense que c'est le fun aussi de continuer à réfléchir aux termes là, plus spécifiques qu'on jase pendant l'épisode. Vraiment. Ben écoute, on se revoit dans 2 semaines. Oui, donc on se revoit dans 2 semaines. N'hésitez pas là, si vous avez aimé l'épisode, à laisser un commentaire. Ça nous encourage toujours Oui, à voir ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé. absolument.